Donc, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cet événement du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. On est le 20 mars aujourd'hui et j'ai le plaisir de continuer aujourd'hui notre série de webinaires avec non pas une, mais deux invités de marque, car on a la chance d'accueillir aujourd'hui Marianne et Abby. Merci déjà à vous deux de vous être jointes à nous, de nous faire l'honneur en plus de venir en présentiel cette fois-ci. C'est la première fois qu'on accueille quelqu'un en présentiel depuis cette série de webinaires, donc ça nous fait bien plaisir de commencer comme ça. Je vais vous les présenter très rapidement. Donc tout d'abord Marianne, à ma gauche, qui a débuté, que vous connaissez sûrement, qui a débuté sa carrière dans l'industrie de la mode à Montréal. Elle est titulaire d'un baccalauréat en design industriel. Elle s'est ensuite spécialisée en économie circulaire des textiles. Elle a ensuite fait une maîtrise en design et complexité à l'Université de Montréal. C'est bien ça. Alors tu as travaillé aussi, je crois, chez Vestec Pro, responsable R&D. Oui. Puis tu as co-rédigé, alors ça je ne savais pas, le rapport Mutrec sur la circularité de l'industrie textile au Québec, que je ne connais pas personnellement, mais je présume que les spécialistes du textile qui sont là aujourd'hui en sauront peut-être plus que moi. Depuis 2017, tu enseignes l'introduction au textile à l'Université de Montréal et tu as fondé en 2020 Chroma Conseil, qui est une firme spécialisée en économie circulaire, en transition circulaire. Économie circulaire. Ok. Marianne, en fait, je la connais bien, puisqu'aujourd'hui, elle est chargée de projet au sein du CIRIEC, où elle pilote notamment le laboratoire textile. Donc, on a l'avantage de se voir souvent. J'ai Abby en face de moi, qui elle est titulaire d'un diplôme collégial en marketing de la mode et un baccalauréat aussi en comptabilité, donc deux compétences très différentes. Elle est aussi professionnelle de recherche au CERCED, donc qui est le Centre de recherche en comptabilité et développement durable de l'Université Laval. Et elle effectue encore à l'heure d'aujourd'hui sa maîtrise en comptabilité. Alors, Abby, elle s'est aussi spécialisée en économie circulaire à travers une boutique en ligne spécialisée dans la vente de vêtements de seconde main. Aujourd'hui, c'est fini, mais en fait, depuis 2022, je pense, tu as cofondé Collectif Détour, c'est ça, qui est une agence de consultation spécialisée dans le développement durable du textile et l'habillement. Donc, on a aujourd'hui deux spécialistes du textile qui vont nous dévoiler un petit peu les coulisses de l'économie circulaire dans le milieu du réemploi. Car la question de l'économie circulaire dans ce secteur, elle est très présente et elle est surtout très complexe. Donc, on a la chance d'avoir Marianne qui va nous faire un premier portrait à jour du secteur et aussi nous soulever les grands défis du réemploi. Puis ensuite, Abby qui va suivre avec des propositions de solutions sur l'automatisation et les défis techniques que ça apporte au Québec. Alors, avant de les laisser dévoiler tout cela, je vais juste faire un petit point sur notre prochain webinaire. Ce sera donc le 27 mai. On aura la chance d'accueillir, encore une fois sur l'heure du lunch, le très connu Navi Raju, qui est auteur du célèbre livre L'économie frugale, qui va donc nous expliquer un petit peu plus en détail l'économie frugale et la croissance régénérative. Si vous voulez vous inscrire, je laisse le soin à mon équipe de nous partager les liens des différents événements. Je vous informe aussi que cette présentation est enregistrée et donc elle sera disponible à la rediffusion sur notre site web dans les prochains jours. Et je vous invite à conserver vos micros fermés et toutes vos questions pour la fin de la présentation, puisqu'on aura environ 20-30 minutes de présentation avec Abby et Marianne aujourd'hui. Eh bien, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse maintenant la parole à Marianne. Merci Maëlle, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être accompagnée de toi et de Abby pour cette discussion, ce Lunch and Learn. Donc, moi, je vous propose de commencer par un portrait rapide du réemploi au Québec. Mais avant toute chose, c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle de réemploi, on parle vraiment de l'usage d'un produit tel quel. Donc, il n'y a pas de modification au produit, au vêtement. Ce n'est pas du redesign. Le redesign consiste à transformer un vêtement usagé en un nouveau produit. Ce n'est pas du recyclage qui consiste à transformer le produit en matière première pour en refaire un nouveau. Donc, on parle vraiment ici du réemploi. Dans les dernières années, nous sommes plusieurs à se pencher sur les flux de matière, sur les flux de matière du secteur des textiles. Et en 2020, nous avons publié le rapport Mutrec,
que Maëlle mentionnait un petit peu plus tôt. Dans ce rapport-là, nous avions estimé la quantité de textiles qui transitent par les friperies, donc les textiles voués au réemploi, à 150 000 tonnes par année. Cette analyse-là se basait sur des statistiques de Statistique Canada, Statistique Québec, et donc c'est une extrapolation là, de certaines données. C'était des données qui dataient de 2015-2016. Maintenant, nous avons des données plus récentes qui nous viennent. Ah oui, excusez, j'avais ciblé ici dans le schéma des flux de matière là, où se trouve le 150 000 tonnes pour que vous le retrouviez. Là, c'est encerclé en orange. Donc, depuis, nous avons des nouvelles données qui nous viennent du bilan de Recycle Québec qui a fait des entrevues. Donc, qui a contacté directement les friperies pour connaître la quantité de matière qu'ils reçoivent à chaque année. Donc, pour le bilan de Recycle Québec, ils ont estimé le total à 64 000 tonnes. Mais ce 64 000 tonnes-là, il faut faire attention, c'est la totalité des tonnages que les répondants ont reçus. Donc ici, on ne tente pas de dresser un portrait de l'entièreté des vêtements qui sont récupérés par les friperies. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est que on n'a pas vraiment encore de bonnes données fiables. D'un côté, on part avec des statistiques, des données secondaires qu'on essaie d'estimer. Ensuite, d'un autre côté, on essaie d'extrapoler avec des données primaires des répondants. Mais il y a encore un grand écart entre les deux, comme on peut voir. Je profite de cette présentation-ci pour vous parler du fait qu'on est en plein cœur d'un projet de déploiement, plutôt d'implantation d'un outil de collecte de données qui, on l'espère, va réussir à capter l'entièreté des gisements qui transigent à travers les friperies. Donc, c'est un outil qui est créé par et pour les friperies, accompagné de Comité 21 et de Chroma Conseil. Donc, cet outil-là, on est présentement à la première phase d'implantation avec une dizaine de friperies en Montérégie. C'est un outil, donc, qui est un outil numérique avec des pesées, donc on va avoir des chiffres précis, alors que présentement, les données collectées, par exemple, par Recycle Québec, les répondants ont estimé en fonction du nombre de sacs qu'ils redonnent ou qu'ils revendent à leurs collecteurs. Donc, ce n'est pas des données précises. Donc, l'outil de collecte de données souhaite aller chercher des données très précises avec les pesées sur les intrants et les extrants des friperies. Donc, je ne m'étends pas plus longtemps sur ce sujet-là, mais l'idée ici, c'est de bien comprendre qu'on a un enjeu, ne serait-ce que de connaître les gisements qui circulent sur le territoire du Québec. Je reviens aux données du dernier bilan de Recycle Québec qui sont très intéressantes. Donc, ce qu'on voit dans les vêtements usagés qui sont récupérés par les friperies, il y en a 40 qui sont en bon état et qui sont revendus dans les friperies locales. Il y a un 6 de ce qui est reçu qui n'est pas en état d'être revendu, qui est considéré comme un déchet, qui est vraiment trop usé, trop magané. On pense aussi, oui, c'est ça. Donc, 6 qui est éliminé. Il y a un 15 qui serait transformé en chiffon, par exemple, des chiffons industriels ou pour des activités d'artisanat ou de redesign. Le redesign, je l'expliquais tantôt ce que c'était. Là, ce qui apparaît de façon très visible, c'est qu'il y a environ 39 de tout ce qui est reçu dans les friperies qui n'est pas revendu ici, qui est revendu à l'exportation. Je vous laisse mijoter ça. Et je vous amène vers un schéma qui représente les activités. Donc, dans le fond, ici, je veux vous amener à comprendre un petit peu plus le système derrière le réemploi des vêtements au Québec. Donc, la première étape, c'est vraiment nos acteurs de première ligne. Ce sont les friperies qui collectent les vêtements de la population.
une fois qu'ils reçoivent les vêtements, le cœur de leur activité, c'est le tri. Donc, ils trient en fonction de ce qu'ils peuvent revendre dans leur boutique, ce qui est en trop mauvais état, qui est vraiment considéré comme un déchet. Et finalement, ce qui reste, ce sont les surplus. Dans ces surplus-là, il y a une petite portion, comme on a vu, qui va pour faire des chiffons, du redesign, mais la majorité des surplus sont revendus à un collecteur. Donc, c'est un tiers parti qui, lui, va refaire un tri en fonction de sa clientèle, qui est une clientèle internationale qui va vers l'exportation. Donc, ici, le tri, c'est souvent un tri par rapport au type d'item. Les pays vers lesquels les vêtements sont exportés sont souvent des pays où la température est beaucoup plus clémente. Donc, tout ce qui est manteau d'hiver, bottes d'hiver va être retiré et on va faire des lots avec des vêtements d'été, par exemple. Mais il y a aussi différentes demandes. Par exemple, certains pays ne sont pas intéressés à des pantalons pour femmes, donc on va vouloir seulement des jupes pour femmes. Bon, vous voyez un peu le portrait. Une fois dans les autres pays, ben, les vêtements peuvent être réemployés tels quels, revendus tels quels, mais il y a une partie qui peut être recyclée aussi, notamment en Tunisie. Il y a en Tunisie puis au Pakistan, il y a des industries qui recyclent. Et il y en a aussi une grande partie qui sera éliminée ailleurs. Voilà. Alors, je reviens à nos acteurs de première ligne. Donc, c'est comme ça que je les appelle parce que c'est vraiment eux qui reçoivent les dons de la population. Il y a plusieurs catégories. Donc, on a des friperies qui sont des chaînes ou des franchises. On pense par exemple à Saint-Vincent-de-Paul, à Renaissance. On a beaucoup de friperies qui sont réparties un peu partout dans la province du Québec, qui sont des centres d'action bénévoles. Et on a des friperies indépendantes. Chacune de ces catégories de friperies-là ont des missions différentes. Donc, par exemple, Renaissance a une mission d'insertion sociale. Les centres d'action bénévole, ce sont vraiment, ils ramassent des fonds pour monter leur banque alimentaire, par exemple, pour soutenir les gens dans le besoin dans leur communauté. D'autres friperies, les sous qui sont ramassés, c'est pour soutenir une cause, par exemple le support qui vient soutenir la Société québécoise à déficience intellectuelle, et d'autres sont à but lucratif. C'est-à-dire que, comme par exemple le Village des valeurs ou les friperies indépendantes, ne sont pas là pour soutenir une cause. Ce qu'il faut aussi savoir de nos acteurs de première ligne, comme je les appelle, là, la plupart d'entre eux, à l'exception des friperies à but lucratif, sont soutenus par le travail de personnes qui sont éloignées du travail, des personnes avec des limitations fonctionnelles ou des bénévoles. Voilà. Alors, le cœur des activités du réemploi, c'est vraiment de collecter ce dont les gens veulent se départir. Donc, plutôt que de jeter les vêtements à la poubelle, ce sont nos friperies qui les collectent. Donc, ils ont, dans un certain sens, ils ont un rôle de gestion de matières résiduelles dans les différents territoires de la province. Et le cœur de leur activité, eh bien, c'est le tri. Donc, c'est de départir ce qui est encore bon pour la revente, ce qui ne l'est pas. Et ici, là, on appelle ça le tri de qualité. C'est un vêtement qui présente des bouloches en surface, qui a le col de la chemise qui est un peu jauni ou les aisselles un peu jaunies, ça ne passe pas le tri de qualité. Ça ne sera pas revendu dans la friperie. Il n'y a personne qui veut porter un vêtement qui a l'air usé ou qui a l'air d'avoir appartenu à quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un point très important. Et ensuite, il y a le tri par catégorie. Donc, il faut séparer les vêtements hommes, enfants, femmes, et ensuite les chemises, les t-shirts, les pantalons propres, les pantalons de sport. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une portion importante du travail des trieurs-trieuses. Ce qui est à noter ici, c'est qu'il n'y a pas de tri par matière. On n'est pas dans un centre de tri de plastique. Là. On ne trie pas par les différents matériaux des vêtements pour l'instant. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que ce tri, il est fait de façon manuelle par les employés et c'est aussi, d'une certaine façon, dans une certaine mesure, subjectif.
Alors, je poursuis. Donc, une fois que le tri est réalisé, il y a une partie des vêtements qui se retrouvent à la boutique et il y a ce fameux 39% qui a été ciblé par Recyquébec et présenté comme étant voué à l'exportation. C'est ce que nous, on appelle les surplus. Donc, ce qui va dans les surplus, c'est, comme je le disais, tout ce qui est en mauvais état, qui n'est pas c'est ça, qui montre des traces d'usure. Ensuite, ce qui se retrouve dans ça aussi, c'est tout ce que la friperie n'a pas été en mesure de... Ah oui! On vient de me dire qu'il me reste juste 5 minutes. C'est correct. Ce bout-là est important. Donc, tout ce que la friperie n'a pas été en mesure de trier, donc soit par manque de temps, soit par manque d'espace, et tout ce que la friperie n'a pas été en mesure de vendre dans sa boutique ou qu'il n'a pas souhaité mettre dans la boutique parce que, par exemple, il y a une catégorie d'items qu'on a en trop grande quantité, nommément les hauts pour femmes, et tout ce qui a été placé en boutique, mais qui n'a pas été vendu. Ça se retrouve dans les friperies, pas dans les friperies, mais dans les surplus. Maintenant, avec Comité 21, et il y a 2 ans, on a réalisé une caractérisation des surplus de plusieurs friperies dans Vaudreuil-Soulanges et on a été en mesure de déterminer la quantité la proportion, en fait, de vêtements qui n'ont pas été gardés par les friperies, mais qui étaient encore en bon état. Et là, on a trouvé qu'en moyenne, 30%, 29% de ce qui n'est pas gardé par les friperies s'est retrouvé dans les surplus. Ça veut dire que les friperies ont perdu des ventes potentielles, c'est-à-dire qu'ils auraient pu vendre ces produits-là. Et là, on essaie de voir pourquoi est-ce que ces items en bon état se sont retrouvés dans les surplus plutôt que d'être vendus en friperie. On me dit 1 minute. Non. C'est pas ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc, il y a 30% qui se retrouvent dans les surplus qui sont encore en bon état, mais ça veut dire que pratiquement tout le reste ne l'est pas. Une portion pourrait être réparée, mais on a évalué au potentiel de réparabilité à seulement 7%. 7%, c'est vraiment pas beaucoup comparé à la proportion qui est d'à peu près 63% qui devrait faire partie d'un programme de recyclage. Donc, il n'y a pas d'autres issues que le recyclage ou le redesign. Voilà. Je voulais faire un petit bond vers les exportations. Là. Une fois que les vêtements, les surplus sont mis en ballot puis exportés, quand ils sont déballés, ils arrivent là-bas, on a quelques chiffres assez intéressants sur comment ça se passe là-bas. Et ils ont fait, eux aussi, des caractérisations. Donc, les chiffres ne concordent pas tout à fait. J'imagine que c'est la façon de prendre nos données qui diffère, mais ce qu'on doit comprendre, c'est que on a environ entre 20 et 18% des items qui sont en bon état, qui sont la bonne qualité. Le reste doit être lavé, travaillé, redesigné pour être vendu. Bon, voilà. Je voudrais savoir combien il me reste de temps parce que 2 minutes, hein? OK. Donc, je voulais... on revient ici, puis je voulais parler du marché de la seconde main. Je vais passer rapidement sur cette section-là parce que ça va être le cœur de la présentation d'Abby. Mais en gros, là, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a une très forte augmentation de la vente de vêtements seconde main. C'est un gros marché, c'est un marché en expansion et on voit beaucoup d'entreprises qui veulent entrer dans la danse et profiter des revenus potentiels de la revente de leurs produits. Cela dit, il y a une multiplication des réseaux, des canaux d'achat et de revente des vêtements usagés et vous l'avez tous expérimenté, j'en suis certaine, comme les marketplaces là, où, dans le fond, chaque citoyen peut revendre les produits usagés à d'autres citoyens à l'aide de plateformes. Mais on voit, comme je le disais un petit peu plus tôt, on voit aussi des marques qui souhaitent prendre part à ces initiatives-là. Par exemple, une entreprise comme Sourimini offre une plateforme qui est un peu comme un marketplace aussi, mais qui est sur le site de Sourimini où c'est les
les consommateurs de Souris Mini qui remettent en vente des produits Souris Mini. C'est assez intéressant. On voit aussi des grands détaillants comme Simons qui donnent des espaces dans leur boutique pour la vente de produits seconde main, triés sur le volet, vintage, avec une esthétique bien précise, là. Puis, on voit aussi des très grandes marques comme Lululemon là, qui offrent sur leur site web une section de vêtements usagés disponibles pour leur clientèle. Donc, ça, c'est intéressant, mais c'est intéressant, dans le fond, cet engouement pour la revente, mais je voulais faire une petite parenthèse, là. Dans le fond, ça a un impact négatif sur les dons reçus par les acteurs de première ligne, dans le sens où si les citoyens revendent les morceaux, les meilleurs morceaux entre eux, si les marques reprennent les vêtements de leur propre entreprise, ça fait qu'on a moins de produits de qualité à revendre, donc moins de revenus pour les entreprises d'économie sociale ou les entreprises à but non lucratif. Voilà, je conclus avec un petit conclusion sur les enjeux du réemploi. Donc, c'est flagrant, là, on a un manque de données là, qui nous permettrait d'avoir une meilleure vision d'ensemble puis de mieux comprendre où on devrait agir. Ensuite, j'en ai pas parlé beaucoup dans la présentation, mais on a une perte de qualité des vêtements qui fait en sorte qu'ils ne sont pas faits pour qu'on intensifie l'usage avec le réemploi. Ils arrivent à leur fin de vie rapidement, après quelques lavages. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on va pouvoir les réemployer très, très longtemps. Et finalement, ben, tout ce que j'ai présenté rapidement à la fin sur les modèles d'affaires qui permettent de revendre les vêtements d'une marque ou ben, ça demande beaucoup de logistique pour les marques. C'est comme une deuxième entreprise. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de démonstration de la rentabilité de ces activités là, de revente au sein des entreprises. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma courte présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Abby. Merci Marianne. Donc je vais présenter ma présentation. Marianne, je vais essayer de faire ça de manière fluide. Il n'y a pas de problème. Voilà. OK, bon, mais merci Marianne pour ce portrait-là qui met bien la table pour mon prochain sujet. Marianne a fait l'introduction, mais enchantée tout le monde. Donc, je suis cofondatrice de Collectif des Taux, puis également professionnelle de recherche au CIRCED de l'Université Laval. Donc, je vais me pencher davantage suite à ce que Marianne a présenté sur la question de comment accroître la compétitivité du réemploi textile au Québec. Donc, je débute avec une première question qui est pourquoi, justement, considérant cet engouement-là qu'on parle, pourquoi le seconde main demeure dans un marché de niche actuellement, considérant que c'est la solution la plus efficace pour prolonger la durée de vie d'un produit. Donc, encore une fois, comme il a été mentionné, ben, dans le second main, on n'a pas besoin de faire d'étapes de transformation supplémentaires pour redistribuer le produit. Donc, la réponse a été mentionnée dans la dernière diapositive de Marianne, qui est la logistique de revente qui est extrêmement complexe. Puis là, en fait, si on se ramène, je vais parler de détaillants, qui est les détaillants de produits neufs, puis les revendeurs. Donc, les détaillants de vêtements neufs, en fait, ils ont une présence assez significative en ligne. Puis, on remarque qu'en ligne, actuellement, on a très peu de présence au niveau du seconde main. Puis ça, c'est entre autres à cause de la logistique de revente qui est complexe. Puis en fait, c'est de cette manière-là qu'on va être en mesure d'avoir une attractivité puis une offre encore plus intéressante puis aller chercher un bassin de consommateurs plus large pour le second main. Donc, je vais faire un petit parallèle justement puis de parler de l'importance du commerce en ligne parce que on l'a entendu à plusieurs reprises de notre côté, des friperies qui se disent, nous, ça fait des années qu'on vend des vêtements usagés. Puis ils voient de plus en plus qu'il y a une présence en ligne. Donc, ils disent, est-ce que nous, on devrait aussi commencer à vendre en ligne? T'sais? On pose la question, est-ce que ça vaut la peine? La réponse est non. Ça ne vaut pas la peine pour une entreprise en soi d'opérer une mise en ligne de produits de seconde main. Puis je vous explique très simplement pourquoi. En fait, prenons un exemple. Si mon veston actuellement, je l'ai acheté chez Simons,
Simons, qui est un détaillant. Donc, eux se sont dit, on développe ce style-là et on le fait produire dans notre usine. Moi, je veux 3000 unités de ce style-là. Donc, parfait, on reçoit la marchandise, on l'entre dans l'inventaire, un inventaire qui souvent est numérisé dans le commerce de détail traditionnel. Puis ensuite, pour le mettre en ligne, on va prendre un échantillon de ce style-là qui va être envoyé, par exemple, à une équipe numérique. Et cette équipe numérique-là, on va avoir différentes étapes à faire pour pouvoir le mettre en ligne. Donc, on va prendre une photo. On va devoir faire les retouches sur ces photos-là. On va devoir sélectionner les bonnes photos. Parallèlement à ça, il va y avoir un rédacteur qui va écrire une description de produit en fonction de données très claires sur le produit. Donc, la provenance, la composition. Donc, c'est nous qui l'avons fait produire. Donc, on a accès à une multitude d'informations. Donc, une fois que toutes ces informations-là sont rassemblées, là, on peut faire la mise en ligne. Donc, c'est quoi notre potentiel de revenus sur cette mise en ligne-là? C'est de vendre 3000 unités. Si, par exemple, on les vend 50 bien, on a un potentiel de revenu de 150 000 Maintenant, passons au scénario 2. J'ai acheté ce veston-là, un revendeur en ligne. Donc, lui, il s'est approvisionné de son côté, il a reçu la marchandise, il le met dans son inventaire. Attention, première différence. Ici, très peu d'acteurs de première ligne sont en mesure de numériser leur inventaire parce que c'est très complexe. Parce qu'ici, on parle que chaque vêtement unique a un SKU unique, un SKU qui est un numéro qui est attribué à chacun des produits, alors que nos 3000 unités de l'autre côté avaient toutes le même SKU. Donc, la gestion de l'inventaire est beaucoup plus complexe dans la seconde main. Ensuite, peut-être même qu'on va devoir ajouter une étape d'entretien du vêtement, dépendamment du positionnement de marque du revendeur. Puis ensuite, on doit faire toutes les mêmes étapes que de l'autre côté. On prend une photo du produit, on doit faire les retouches, on doit sélectionner, puis on doit rédiger une description de produit sur un produit où on a très peu d'informations. Donc, on va se baser sur l'étiquette où on va retrouver probablement la composition, puis la provenance. Puis ça, c'est s'il y a une étiquette et si l'étiquette est lisible. Puis, là, une fois que ce processus-là est fait, on vend une seule unité à 50 par exemple. Donc là, on voit c'est quoi notre plus grande différence. Notre enjeu principal, c'est les coûts opérationnels unitaires qui sont nettement supérieurs pour mettre en ligne un vêtement de seconde main versus mettre en ligne un vêtement neuf. Mais là, on se dit, OK, en fait, on se ramène à la problématique de départ. Ce qu'on veut, c'est accroître la compétitivité du réemploi textile. Pour faire ça, en fait, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut avoir une offre aussi forte et attrayante que les commerces de détail neufs. Eux sont en ligne, donc nous, on ne peut pas passer à côté du en ligne. Donc, comment on fait pour résoudre cette problématique-là? On va automatiser et optimiser. Donc, l'objectif ici, c'est d'accélérer nos processus pour venir réduire les coûts de traitement de mise en ligne. Bien, je dis de mise en ligne, mais le traitement du processus entier de notre chaîne au niveau de la seconde main. Donc, qu'est-ce qu'on peut venir automatiser? Qu'est-ce qu'on peut venir optimiser? Il y a plusieurs entreprises, d'ailleurs, ThredUp, que je vais parler tout à l'heure, que Marianne a démontré le graphique de tout à l'heure, c'était eux qui avaient collecté ces données-là. Donc là, il faut automatiser la prise de photos, la description de produits, la tarification aussi, qui est un autre sujet sur lequel je pourrais me lancer, là, mais qui est un peu plus complexe. Puis ça, il faudrait que ça se fasse de manière dynamique pour que ça prenne le moins de temps possible et le moins de ressources possible pour mettre en ligne mon terme. Quelles sont les autres étapes aussi qu'on devrait numériser, optimiser? C'est le triage et l'inventaire. Donc, comme Ariane a mentionné tantôt aussi, le triage, c'est l'art de la guerre dans le réemploi textile. C'est notre point de départ, en fait. Donc, si cette étape-là est mal effectuée, ça va se ressentir tout au long de notre chaîne. Donc, ici, encore une fois, il y a des technologies qui ont été développées pour reconnaître mieux les matières, la qualité, où sont les défauts, mais vous comprendrez qu'un vêtement, c'est plus complexe, c'est très malléable, c'est très différent. Donc, les technologies ne sont pas à point, elles ne sont pas déployées à grande échelle actuellement. Et on ne peut pas passer à côté de la numérisation de notre inventaire. Donc, bien que c'est plus complexe à faire parce que les SKUs sont uniques, il y a des solutions qui existent et ThredUp en est vraiment un bel exemple. Donc, c'est une entreprise américaine qui s'est vraiment différenciée par son modèle d'affaires qui est de vendre des vêtements de seconde main en ligne. Donc, c'est vraiment ça leur spécialité. Ils existent depuis 2009. Puis, en fait, eux, ils ont maintenant un chiffre d'affaires monstrueux. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à optimiser et à automatiser leur processus. Puis, ils ne sont pas très fous, en fait, ils se sont dit, hey, nous, ça a fonctionné pour notre modèle d'affaires. Donc, il y a quelques années, ils ont lancé Resell as a Service. Donc, encore une fois, Marianne a soulevé tantôt qu'il y a de plus en plus de joueurs qui veulent leur part de marché dans le second main.
Donc, les gens veulent maintenant vendre du seconde main, mais ils n'ont pas les installations pour traiter ce genre de processus-là puis travailler avec de la marchandise de seconde main. Donc, là, ils se sont dit, nous, on va offrir ce service-là aux détaillants. Donc, on va comme prendre toute cette portion-là de la gestion de la marchandise, puis on va approvisionner finalement ces détaillants-là. Puis, c'est ce qui m'amène à ma prochaine diapo. En fait, j'ai repris ton cycle, Marianne. C'est le cycle que Marianne présentait, donc je ne vais pas le représenter au complet, là. Elle l'a bien présenté tantôt. Mais l'idée, en fait, c'est que justement, on a des acteurs de première ligne qui reçoivent les dons, et ça doit rester ainsi dans tous les scénarios. Puis en fait, eux vont conserver qu'est-ce qu'ils veulent vendre dans leur organisation. Ils vont vendre dans leur organisation, mais là, on a plusieurs sources de surplus. Fait que les surplus de comme, OK, on n'a pas les ressources pour traiter ce gisement-là. Ensuite, il y a la rotation des stocks. Si ça fait 3 semaines qu'on a des stocks sur le plancher, bien, éventuellement, ça doit être enlevé pour mettre la nouvelle marchandise. Ces surplus-là doivent se retrouver ailleurs aussi. On va appeler ça ailleurs pour le moment. Puis, il y a ce qui est en mauvais état qui n'ont juste pas sélectionné au départ dans le prix. Donc, ça se retrouve tout dans le ailleurs. Puis là, actuellement, ce ailleurs-là, c'est soit des initiatives micro au niveau du redesign, des collecteurs, puis sinon, en fait, ce qui est vraiment pas en bon état, on l'élimine parfois parce que des fois, on n'envoie même pas à l'exportation. Puis notre enjeu, bien là, c'est qu'on perd le contrôle sur cette matière résiduelle-là à partir de l'exportation, comme tu l'as bien démontré dans ta diapositive, le Québec cadre juste à partir, jusqu'à l'exportation, pardon. Alors là, je me permets de vous présenter mon cycle utopique. Puis bien évidemment, le but ici, c'est d'aller dans une utopie globale. Puis bien qu'on ne se rendra peut-être jamais là, le but, c'est de se dire comment on fait pour se rapprocher le plus possible de cette utopie. Donc, c'est peut-être petit pour tout le monde, mais il va être envoyé après. Donc, on repart de notre première étape qui est notre acteur de première ligne. Il se passe la même chose, ils conservent ce qu'ils veulent conserver. Donc, ils le mettent en vente, puis on a les extras, en fait, les différents surplus qui se retrouvent au ailleurs. Alors là, permettez-moi d'appeler le ailleurs maintenant le centre de mutualisation ou la centralisation du gisement. Donc, le but ici, c'est de pouvoir faire un tri dans un gisement qui est massif, si on peut dire. OK, je l'ai mis ici. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, avec ce tri-là? Il y a plusieurs tris qu'on peut faire. Si on parle de tri de recyclage, Marianne, elle vous dirait, bon, ben, on va le trier en fonction des matières. Mais là, je parle d'un tri très global au départ. On a le vendable, on a le non vendable, puis on a ce qui se redesigne pas. C'est difficile à dire dans non redesignable, mais je vais y aller pas de redesign. Donc, je vous explique, le vendable, qu'est-ce qu'on fait avec? Le but, c'est de le redistribuer au bon acteur au bon moment. Donc, je prends encore une fois l'exemple d'un détaillant qui est Simons. Simons, ils ont 17 ou 18 succursales à travers le Canada. Ce qui se retrouve à Toronto et ce qui se retrouve à Québec dans les stocks, c'est pas la même chose parce que la demande n'est pas la même. Donc, on va avoir une distribution logique des stocks en fonction de ce qu'on va vendre. Donc, c'est comme ça qu'il faut, selon moi, qu'il faut travailler dans notre redistribution de seconde main. Donc, c'est de redistribuer le bon produit au bon moment, au bon acteur. Mais là, on me dit, OK, bon, mais c'est pas tout qui est vendable. Puis Marianne l'a mentionné en plus tantôt, on perd de plus en plus de qualité. Donc, on a une grosse portion qui va aller au non vendable. Qu'est-ce qui va aller au redesign? Bien là, je prends par exemple les skinny jeans. Les skinny jeans, tantôt, tu as mentionné les hauts pour femmes. C'est vraiment quelque chose que les friperies reçoivent énormément, puis ils n'en vendent pas assez pour ce qu'ils reçoivent. Qu'est-ce qu'on peut faire en redesign avec un skinny jeans? C'est des initiatives qui ont déjà été faites par des revendeurs. En fait, ils vont ajouter là, une section de pattes en bas. Donc là, ça devient un pantalon à coupe droite. Puis là, en ce moment, c'est ça que les gens veulent, un pantalon à coupe droite. Donc, on vient d'augmenter la valeur de revente de ce produit-là. Puis là, bon, on a un produit supplémentaire. Puis là, le but, c'est d'industrialiser ce processus de redesign-là. Moi, je veux un gros gisement de skinny jeans, puis je veux être en mesure d'en redesigner plusieurs pour qu'encore une fois, on optimise nos processus puis qu'on ait une offre intéressante. Puis finalement, dans le meilleur des mondes, on aurait également nos installations de recyclage pour que tout ce qui n'est pas passé aux redistributions puis au redesign puisse aller au recyclage. Là, comme vous pouvez voir, on englobe tout ce beau schéma-là au Québec. Donc, on a le contrôle sur la matière résiduelle au Québec. Puis ça, bien évidemment, dans notre utopie, c'est plusieurs partenaires qui travaillent à faire exister ces infrastructures résilientes-là pour supporter le réemploi textile. Puis là, je nous ramène encore à la question de départ. Fait que là, on veut accroître la compétitivité du réemploi. Puis là, c'est quoi notre barrière? C'est qu'on a une logistique de revente qui est très complexe,
Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a dit on va automatiser puis on va optimiser. Pourquoi? Parce qu'on veut réduire les coûts. Pourquoi qu'on veut réduire les coûts? Parce qu'on veut avoir une offre plus intéressante qui va être économiquement viable à grande échelle. Pourquoi qu'on veut que ce soit économiquement viable à grande échelle? Parce qu'on veut qu'il y ait le plus de commerçants possible qui vendent du seconde main. On se dit pourquoi? C'est un peu, tu sais, justement paradoxal. On veut-tu que tout le monde commence à vendre du seconde main? Alors là, je nous ramène à la problématique ultime de la filière textile. Donc, on prend un pas de recul. Notre problématique, c'est la surproduction. On surproduit énormément, ben, on produit trop de vêtements. On a des données astronomiques à ce niveau-là. Puis là, nous, notre objectif avec notre offre intéressante, grâce à notre optimisation, c'est de dire on va remplacer une portion de l'approvisionnement de vêtements neufs par nos vêtements réemployés. Donc, encore une fois, je tiens à préciser que c'est une vision qui est utopique, que je vous partage aujourd'hui, mais c'est un sujet très intéressant pour la recherche. Donc, il y a plusieurs études de faisabilité qui doivent être faites pour connaître quelles sont les prochaines étapes pour se rapprocher de cette utopie-là. Donc, j'invite tous les partenaires intéressés à se rassembler. Puis, je profite de cette opportunité-là pour parler du lab textile qui est piloté justement par Marianne. Donc, le développement d'infrastructures fait partie des sujets qui ont été soulevés dans le lab textile. Donc, si vous voulez participer à la discussion, je vous invite à nous écrire, nous parler. Puis, on peut, Maëlle, je te laisse la suite du webinaire pour Super. ouvrir les questions. Merci. Ben, merci à vous deux. Plein de belles choses. Abby, je t'invite à... Ouais. Parfait, merci. Merci à vous deux, vraiment des belles présentations. Je pense que j'ai beaucoup appris sur le monde de l'économie circulaire au niveau du réemploi, puis j'espère que vous aussi en ligne. On va pouvoir passer maintenant à la période des questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez prendre la main directement sur la réunion, ou alors vous pouvez les partager dans le chat, puis on se fera un plaisir de les prendre dans l'ordre. Il nous reste environ une vingtaine de minutes, donc ça va être le moment de traiter ces sujets. Moi, j'ai quelques petites questions pour vous deux, mais peut-être avant ça, je vais vérifier qu'on n'ait pas des questions en ligne pour le moment. Écoutez, je vais commencer avec mes propres questions. On va commencer par toi, Marianne, peut-être parce que c'est toi qui a commencé, qui a ouvert ce webinaire. Tu parlais notamment de la baisse de la qualité générale des matériaux, en fait, des vêtements. Des vêtements. Ouais. Quels sont les efforts un peu à faire à ce niveau-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la cour des producteurs de vêtements? Est-ce que c'est une bonne chose même pour le réemploi? Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette idée dans le contexte où on est avec la fast fashion, l'ultra fast fashion, les vêtements sont produits, sont conçus pour répondre à une mode, pas à d'autres critères, comme un critère de durabilité. Et ça crée ça devient un peu un enjeu quand nous, ce qu'on propose, c'est le réemploi, c'est d'intensifier l'usage de ces produits-là pour qu'ils aient une durée de vie, pour qu'on les utilise le plus longtemps possible, qu'on puisse remplacer du neuf par de l'usager. Je ne suis pas certaine que les vêtements, comme ils sont produits et conçus aujourd'hui, peuvent soutenir tous ces beaux projets de réemploi. T'sais. Donc, à partir de maintenant, la réflexion doit se faire dans les deux directions. On doit trouver comment intensifier l'usage avec des logistiques, avec l'automatisation, en mettant des efforts sur le réemploi, mais en même temps, il faut qu'on se tourne vers nos producteurs, nos concepteurs, puis on doit faire en sorte que les vêtements soient conçus pour durer plus longtemps. Des tissus de meilleure qualité, de la confection de meilleure qualité. Il y a toute une série de critères de conception qui doivent être, d'éco-conception en fait, qui doivent être mis en place pour soutenir le réemploi. Donc, ce que je comprends, c'est que ça prend quand même un effort oui, de la part des organismes de première ligne, comme vous avez dit, mais aussi en fait des organismes qui mettent sur le marché. Exactement, les acteurs en amont de tout ça, là, les concepteurs. Ouais. Moi, j'ai deux questions en fait. La première, tu parles de conception pour la durabilité, entre guillemets. Là, la plupart des vêtements ne sont pas faits ici. Ils sont faits souvent dans des pays en développement où la main-d'œuvre est très peu chère.
Est-ce qu'on devrait avoir des espèces de barrières à l'entrée non tarifaires avec des critères sur ce qui rentre en termes de textile pour justement obliger les manufacturiers à arriver avec cette qualité-là? Ouais. Comme j'imagine ce qui va se passer en Europe avec le passeport numérique de produits qui va s'attaquer au textile, là, entre autres. C'est un début. Oui, ça pour les produits qui sont conçus par des marques qui ne sont pas d'ici. Faudrait, oui. Par contre, nous, les producteurs, les concepteurs qui sont implantés ici, eux, on peut les aider à mieux concevoir. Et même si la production est faite en Asie, c'est quand même eux qui ont la décision. C'est eux qui décident du tissu qui est utilisé. C'est eux qui décident, qui peuvent vérifier la longueur des points de couture pour s'assurer que ça soit une couture qui va tenir. Donc, le cahier des charges, en fait. Oui, c'est ça. C'est avant même que ça arrive à la manufacture. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est les entreprises qui donnent les mandats, les contrats aux manufacturiers qui ont le gros bout du bâton, selon moi. Mais peut-être pas dans tous les cas. Ça représente combien, en fait, en proportion, ce qui est designé, en fait, ici, conçu ici, mais fabriqué ailleurs, versus ce qui est designé et fabriqué ailleurs, qui rentre ici, c'est-tu... Je pense qu'on est pour 86 %. Oui, c'est ça. 86 % des vêtements qu'on consomme sont importés. Importés, mais conçus à l'extérieur ou conçus au Québec? Conçus à l'extérieur. Donc, 86 % sont conçus. Donc, il y a moins de 20 % en fait, qui seraient conçus ici. Fait que c'est pas, on n'a pas un gros pouvoir d'influence. Et là, je ne suis pas certaine, ça c'est la donnée de Statistique Canada. Hein? Peut-être. Oui, je ne suis pas sûre que ça répond à la question de Daniel, parce que là, on parle de conception. Si c'est conçu ici, puis produit ailleurs, est-ce que c'est considéré comme de l'importation? Oui, peut-être. Peut-être. Mais reste qu'on est dans une majorité des vêtements qui sont conçus à l'extérieur, mais je suis d'accord avec Marianne parce que c'est facile de se déresponsabiliser, mais comme Marianne dit, en fait, c'est les équipes de design qui sont basées ici qui vont décider de la matière, puis les usines, en fait, outre-mer, se plient aux demandes c'est ça. Fait que c'est plus dans cette optique-là, d'établir des principes qui sont appliqués. Mon autre question, en fait, c'est pour toi, Abby. En fait, dans ta vision utopique, bon, quand on parle de redesign de produits usagés, entre guillemets, pour les rendre un peu plus conformes au goût du jour, tendance, ça serait fait avec une main-d'œuvre locale, j'imagine, à des salaires beaucoup plus élevés que ce qu'on retrouve dans les pays. Est-ce que ça devient compétitif quand même, en fait? Parce que si ton produit qui est retouché coûte plus cher qu'un neuf parce qu'on prend une main-d'œuvre locale payée avec des salaires décents. Oui. Bien, en fait, il y a un travail d'éducation à faire à ce niveau-là aussi pour le consommateur parce que, en fait, c'est pour ça que j'ai mentionné, premièrement, d'industrialiser le processus de design, ce serait un monde idéal parce que, c'est sûr que si on redesign 500 paires de skinny jeans, bon, au final, le processus va nous coûter plus cher si on input à chaque produit que si on design 5 paires de skinny jeans. Donc, oui, on essaierait de venir réduire le coût. Mais c'est sûr que la paire de jeans qui est usagée ne se vendra pas 15 $. Elle va se vendre peut-être 50, 60 $. Puis pour un consommateur, des fois, il va dire je pourrais m'en acheter un neuf. Exact. Donc là, c'est quoi l'approche à avoir? C'est la transparence. Expliquer, écoutez, voici pourquoi on a fait ça. Voici c'est quoi l'impact du fait que vous achetez ce vêtement-là. Donc, il y a un gros travail de transparence à faire. Puis, il y a une super belle entreprise que j'aime souvent mentionner qui est Maguire Shoes, qui est une entreprise montréalaise, qu'eux ont vraiment une belle transparence sur leur site web. Bon, quand tu vas pour la chaussure, tu vois exactement pourquoi ça te coûte, ils te chargent le prix qu'ils te chargent. Donc, mais oui, effectivement, le prix devient toujours un enjeu. On va choisir le produit moins cher. C'est ça, mais c'est approuvé. Hein, c'est un autre beau projet de recherche, Daniel. Sur, oui, justement, comment on fait pour standardiser les processus de redesign. Puis ensuite, mesurer, effectivement, on ajoute combien au prix final, puis est-ce que c'est compétitif, ou est-ce que ça se place dans les catégories de prix des produits. J'avais d'autres questions, je ne vais pas monopoliser le... Écoute, on va prendre une question en ligne de Jules Trollet qui vous remercie en fait pour la présentation qui est très intéressante et très claire. La question est la suivante. Le développement technologique pour pouvoir automatiser le tri et le recyclage coûte extrêmement cher, de fait. Selon vous, quelles sont les pistes pour pouvoir les développer sans recevoir comme ThreadUp plus de 300 millions de dollars d'investissement de VC ainsi que de s'introduire en bourse? Vous entendez, est-ce qu'il y a des manières plus conventionnelles et peut-être plus locales d'arriver à nos fins? Oui, c'est drôle parce qu'on en a parlé. Allô, Jules, hein? Je connais Jules.
En fait, c'est une question qui est bien intéressante. Donc, c'est quoi le financement derrière tout ça? Parce que, évidemment, dans le monde utopique, on remarque que ça nécessite des investissements initiaux probablement très, très élevés. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné aussi que ça va être le regroupement de plusieurs partenaires. Donc, il va y avoir de la recherche à faire. C'est sûr que si on construit des infrastructures au Québec, pour le Québec, ben, le gouvernement va devoir être impliqué à un certain niveau. En plus aussi de tous les bénéficiaires de ce processus-là, est-ce qu'il va vouloir investir? Donc, je pense que ça va être un regroupement de partenaires puis une approche très collaborative qui va permettre de financer des infrastructures résilientes de cette envergure-là. Puis, tu sais, toute l'idée de la mutualisation puis de la centralisation, c'est d'arriver à des très, très grands volumes là, qui vont pouvoir justifier Exactement. des investissements de cette taille-là. Ça nécessite des volumes clés, des étapes à franchir pour pouvoir justifier d'une telle opération. Justement, là-dessus, est-ce que le marché québécois est suffisamment grand pour être capable de soutenir des infrastructures ou bien il va falloir élargir un peu les frontières du système pour englober peut-être les autres provinces canadiennes dans le contexte où actuellement les provinces essaient d'abaisser certaines barrières entre les provinces pour favoriser les échanges commerciaux. Oui, c'est sûr. Ben, tu sais, dans le centre de mutualisation, Abby a beaucoup parlé de la portion du réemploi puis du redesign. Moi, je m'intéresse davantage au recyclage. Puis c'est évident que la quantité de matière générée, ben, c'est évident en même temps, ça n'a pas été mesuré encore, là. Mais la quantité de matière recyclée potentielle, à mon avis, dépasse largement la quantité de fibres achetées par notre secteur industriel, tu sais, de manufacturier. Donc, fait que oui, il va falloir ouvrir à l'extérieur. À l'extérieur, sous-entendu, ça peut être à d'autres secteurs, pas forcément à l'extérieur géographique, mais c'est vrai que ça peut être des secteurs. Oui, aussi, oui, bon point. Merci. Ouais. J'avais clairement en tête les frontières, puis là, je ne voulais pas parler d'exportation aux États-Unis, étant donné le contexte. Je me disais, non, c'est pas, c'est pas le bon partenaire. Mais ouais. D'autres questions? Oui, il y a d'autres questions, mais t'inquiète pas, on a encore le temps, Daniel, pour tes questions. On a Karine Laperrière qui nous dit, en fait, c'est plus un commentaire. À mon avis, la baisse de qualité est directement en lien avec la logique de croissance pour intéresser les investisseurs. Les entreprises, même si elles sont VC, eh bien, elles doivent baisser leurs coûts pour augmenter leur marge de profit. Donc, la conséquence, c'est que les entreprises elles doivent choisir entre une matière première qui est moins chère, une confection plus rapide, versus éventuellement d'autres propositions. Est-ce que vous avez une réponse peut-être à apporter à ce niveau-là? Ben, en effet, Karine. On est tous d'accord avec toi, je pense. Pourquoi? On a Véronique de Saint-Onge qui nous dit pourquoi ne pas plutôt miser sur le développement de la filière de recyclage des textiles non réutilisables au Québec? Est-ce que finalement, ça peut être aussi des actions qui vont se faire de concert? Oui, ben oui, absolument. C'est ça qu'on dit là, que dans cette idée de centralisation des surplus, ce qui présentement nous échappe, qui va vers l'exportation, comment retrouver ou garder la valeur de ces matières-là? Ben, on y va avec la fameuse hiérarchie des 3 ROV. Donc, on commence avec le réemploi, ensuite on va vers ce que nous, dans notre secteur, on appelle le redesign, puis en dernier lieu, le recyclage. Mais le recyclage, tout ça va de pair. Ça ne peut pas être instauré de façon distincte. Ça forme un tout. On a Farah Gayama qui nous pose une question, qui vous pose la question, des données sur les bouts solides et leur réemploi. Sur les bouts solides? Les points durs? Je pense les points durs, oui. Les bouts solides, c'est quand même... Oui, c'est les points durs que je voulais dire. Oui, on a des données. Oui, on a des données sur les points durs. On sait c'est quoi la proportion de vêtements dans les surplus qui ont des points durs. On sait le poids moyen des points durs lorsqu'on les retire. C'est des données qui sont disponibles. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Bien entendu, si vous êtes intéressé, Farah, on ne peut que vous recommander de participer au Lab Textile, bien évidemment. Et leur réemploi, attends, je vois la question. Et leur réemploi. Non, on n'a pas de données sur le réemploi des points durs qu'on aurait retirés, mais je peux mentionner le projet réalisé avec le Recyclo Centre, là, où on a fait une ligne de conditionnement, monté une ligne pilote de conditionnement. Puis, dans le cadre de ce projet-là, on a
garder les points durs. En fait, on propose au recyclo-centre de garder une certaine quantité de points durs qui sont revendables. Donc, des boutons, des stoppers, donc des garnitures ou des accessoires qui pourraient être détachés du vêtement et revendus dans leur boutique comme garniture là, pour des projets à la maison, de couture à la maison. J'essaie de répondre à la question. Mais c'est très bien. Daniel, c'est l'heure pour ta question. D'accord. En fait, Abby en a parlé un petit peu tantôt, l'économie de fonctionnalité avec son Resale as a Service, mais quelle est la place peut-être justement dans des modèles comme Mod Jeans là, aux Pays-Bas qui effectivement, en fait, on attache leurs clients avec leurs produits, c'est-à-dire qu'ils louent leurs produits. En fait, pas tous les produits, là, mais je pense que dans leur gamme de services, ils vendent des jeans, ils louent des jeans. Ils les récupèrent en fin de vie. Ils ont des aussi. Partenariats avec un recycleur, donc une usine qui va défibrer. Ouais. La fibre est revendue au fileur qui va refaire le tissu, qui va refaire le jeans. Quelle est la part que pourrait occuper une stratégie comme ça dans le bouquet de stratégies qu'on essaie de mettre en place pour accroître le réemploi? C'est quelque chose qui peut être intéressant à explorer ici pour le Québec? Parce qu'on n'en voit pas du tout. Là, non, c'est ça. C'est dans toutes les stratégies d'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité est celle qui est la moins représentée dans notre secteur. Il y a probablement beaucoup de très bonnes raisons. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Dépendamment du sous-secteur. Tu sais, les textiles, on en parle comme si c'était un tout homogène et cohérent, mais en fait, les textiles, on a les vêtements mode de tous les jours, on a des catégories de vêtements qui sont très représentées dans ces vêtements mode-là, comme les jeans, comme les t-shirts. Puis après ça, on a toute la question, pas la question, mais les sous-secteurs des uniformes, de la literie d'hôpital puis d'hôtel. Tu sais, peut-être que l'économie de la fonctionnalité pourrait, oui, c'est ça, avec des secteurs où on a des produits qui sont plus uniformes. Tu sais, le mode jeans, là, ils produisent des jeans. C'est du coton, c'est du denim, c'est des pantalons. Tu sais, il y a comme une espèce d'uniformité dans... Je pense qu'ils font, je ne sais même pas s'ils font d'autres choses, je vais vérifier. Mais bref, l'économie de la fonctionnalité fonctionne avec un produit simple comme celui-là qui est d'une seule matière. Donc, probablement qu'on aurait des ouvertures, des facilités avec les uniformes ou des secteurs des ICI. Institutionnels. Mais oui, moi, je prône vraiment qu'on se penche sur ce modèle-là. Decathlon ont testé aussi dans les dernières années, puis je pense qu'ils ont commencé avec les équipements là, de camping, des trucs comme ça, puis ensuite, là, eux, leur but, c'est de l'étendre pour l'ensemble des vêtements. Mais je pense qu'une des problématiques, c'est encore une fois la compétitivité, dans le sens où les gens se disent, bon, ça vaut-tu la peine que je loue un chemisier, mettons 15 $, alors que j'ai Shein et Temu que je vois sur mon écran continuellement dans mes promotions, qui le vendent moins cher que ça. Les gens ont encore une perception d'une valeur ajoutée du neuf parce que c'est neuf, puis là, bon, je vais le louer. Il y a comme ça aussi à déconstruire, j'ai l'impression, en même temps que d'implanter des stratégies d'économie de fonctionnalité. Le Decathlon, en fait, c'est parce qu'eux ne sont pas manufacturiers. Hein? Donc, c'est un petit peu différent peut-être de Mod Jeans qui eux-mêmes fabriquent les vêtements. Donc, la matière première pour elle est importante aussi. C'est ça. Il y a une petite subtilité aussi. Là. Quand on parle d'économie de la fonctionnalité, on ne parle pas que de la location. Parce que la location, c'est un modèle qui existe, qu'on voit dans plusieurs domaines dans les textiles, mais l'économie de la fonctionnalité va un petit peu plus loin en gardant la matière comme étant propriétaire. C'est ça. Puis, il y a ceux qui connaissent l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il y a aussi, tout un... oui, c'est ça, il n'y a pas que l'entreprise, ça vient avec un réseau de services et d'entreprises. Ça va donc plus loin que l'offre de location, comme ce que Decathlon peut faire avec ses produits de sport, de plein air, puis tout ça. Mais l'enjeu majeur, puis on va s'imaginer qu'on va revenir là-dessus, mais c'est toujours la même affaire, c'est-à-dire que ce qu'on consomme n'incorpore que très peu, en fait, les impacts environnementaux et sociaux. Donc, à partir du moment où on ferait de l'éco-fiscalité, puis on incorporerait, en fait, on monétiserait les impacts environnementaux et sociaux, puis on les ferait se refléter dans le prix de ce qu'on consomme, tous ces modèles-là seraient rentables du jour au lendemain. Là. Mais le problème, c'est que là, on se bat à armes inégales contre des produits qui viennent un peu partout avec des normes environnementales souvent qui n'existent même pas. Et c'est là, en fait, l'enjeu principal.
On va peut-être essayer de prendre une dernière question de Roxane Maillot. C'est une question très axée sur le territoire. Sur le territoire de leur MRC, les friperies et les ressourceries débordent de dons. Elle cherche alors à aller chercher davantage de clientèle et en fait la diversité, surtout dans ces clientèles-là, pour augmenter le flux de matière qui transitent via leurs infrastructures. Est-ce qu'on a des pistes de solutions et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en branle au niveau provincial pour régler cette problématique-là? Si tu arrives à faire ça en 1 minute, c'est parfait, sinon on débordera. Pour commencer. Ben, ce sera l'objet d'un prochain webinaire. Roxane, je te donne rendez-vous dans un mois. C'est une question qui est complexe aussi. Bon, en fait, la question, c'est comment traiter finalement ces surplus-là. Puis comment les aider à vendre davantage. Exactement. Parce que c'est ça. Ouais. Les enjeux sont dans la façon qu'ils opèrent à l'interne. Le nombre, est-ce qu'ils ont assez de personnes pour traiter la quantité qu'ils reçoivent? Est-ce que leur boutique est assez grande pour recevoir tous les produits qu'ils voudraient vendre? Est-ce qu'ils ont assez de clientèle pour acheter tout ce qu'ils mettent en marché? Fait qu'il y a plusieurs leviers là, sur lesquels on peut travailler. C'est une question complexe, j'ai l'impression que peu importe le niveau de... C'est l'optimisation des opérations globales qui pourrait comporter plusieurs sous-couches. Mais c'est un petit peu l'œuf et la poule. Est-ce que tu commences par optimiser en prévoyant que tu vas réussir à vendre finalement le nombre de produits que tu veux vendre et que ça va supporter les investissements que tu as fait? Ou est-ce que tu dois d'abord essayer d'augmenter un peu plus à la mano tes ventes et ensuite utiliser ces capitaux-là pour essayer d'investir un peu pour améliorer? Parce que ça demande des investissements aussi pour ces organismes-là. Mais tout ça n'est bon qu'à partir du moment où les surplus viennent déplacer les produits neufs, parce que si c'est fait juste s'additionner aux produits neufs, on n'a pas réglé la question de la surconsommation. Non, ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé là, dans la discussion jusqu'à maintenant, mais effectivement, là, il faut faire attention parce qu'on peut soutenir le comportement de surconsommation avec les vêtements usagés. C'est-à-dire que les personnes vont plus consommer en se disant c'est pas grave, je vais pouvoir le revendre après coup. Ça fait un beau mot de la fin. On a eu des belles discussions. Je suis très content. Merci Daniel de nous avoir rejoints également. Oui. Puis merci à vous deux de vous être déplacés jusqu'à Montréal pour venir nous voir. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui sera le 27 mai. Encore une fois, vous pouvez aller voir tous nos webinaires directement sur notre site web. Et bonne journée à tous et à toutes. Et merci encore d'avoir été présents. Vous étiez nombreux aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci, équipe. Merci, Maëlle, pour l'animation. Mais il n'y a pas de quoi, merci.